Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver pour ces chroniques sur l'histoire de France, d'Écosse, d'Angleterre à la Renaissance. Donc nous changeons un peu le principe de nos chroniques. Je vous propose cette semaine un petit partage, une petite explication sur les dates les plus importantes de la semaine du 21 au 27 septembre. Alors le 21 septembre 1558, ce fut la mort de Charles Quint au monastère d'Isut en Espagne. Il avait 58 ans. Il était Charles de Habsbourg, le fils de Jeanne de Castille, le petit-fils d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon, et le neveu de Catherine d'Aragon, la première épouse d'Henri VIII. Donc c'est vrai que très souvent dans les vidéos, nous parlons beaucoup de Charles Quint, parce que Charles Quint a été l'un des personnages les plus importants de la scène européenne à la Renaissance. Il était certes roi des Espagnes, on disait bien des Espagnes à l'époque, la Castille, l'Aragon, qui étaient deux royaumes bien différents, avec la Castille beaucoup plus grande même que l'Aragon. Donc Isabelle de Castille avait un royaume plus important que celui de son mari Ferdinand d'Aragon. Et d'ailleurs, à la mort d'Isabelle, ce n'est pas Ferdinand d'Aragon qui a hérité des territoires de son épouse, mais c'est Jeanne de Castille, l'une de ses filles, donc sœur de Catherine d'Aragon. Alors, notre Charles Quint a été également empereur du Saint-Empire germanique. Il était le petit-fils lui-même de l'empereur Maximilien. Et c'est vraiment un homme qui a été l'un des souverains les plus puissants d'Europe. Son règne a été extrêmement fructueux en Flandre et notamment dans d'autres territoires. Et il passa sa vie en conflit avec François Ier et Henri II, bien que souvent ces hommes-là ont signé des traités de paix perpétuelle qui n'ont jamais duré bien longtemps. Il était un grand défenseur du catholicisme et pour autant il n'a pas pu empêcher le développement de la réforme ni la menace des infidèles de Soliman le Magnifique en Europe méditerranéenne. Donc Charles fut élevé aux Pays-Bas et il resta toute sa vie un prince bourguignon. Il fut marié à Isabelle de Portugal en 1526 qui fut sa seule épouse et avec laquelle il eut 6 enfants. C'est lui qui a vaincu notre roi français François Ier à la bataille de Pavie en Italie en 1525 et il a dû laisser le duché de Bourgogne à la France suite à cela. Il n'arriva pas à créer un empire chrétien universel et très malade à la fin de sa vie, il abdiqua aux Pays-Bas en 1555 en faveur de son fils Philippe II d'Espagne qui épousa la reine Marie Ier, Marie Tudor. Il faut savoir que à la fin de sa vie, Charles Quint avait décidé de se retirer dans ce monastère en Estrémadour et il y décéda du paludisme qui était aussi appelé la malaria. Il fut inhumé au monastère d'Isut et il fut ensuite déplacé au Panthéon de l'Escorial, près de Madrid. Une autre date extrêmement importante dans cette journée du 21, eh bien, ce fut le mariage de Robert Dudley et de Letty Knollys. Letty Knollys qui était la veuve du comte de Devereux. Et c'est un mariage qui a eu lieu très tôt, entre 7h et 8h du matin ce jour-là. Et donc, il faut savoir que c'est une cérémonie secrète qui avait eu lieu. On se rappelle que Robert Dudley était le favori de la reine Elisabeth et qu'il était marié en premières noces à Amy Robsart, qui est donc décédée mystérieusement. On l'a retrouvée au pied de son escalier, la nuque brisée. Je vous invite à aller regarder dans les vidéos que j'ai pu réaliser au jour de la mort d'Amy Robsart. Alors évidemment, une cérémonie secrète, vous allez me dire pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la reine Elisabeth n'avait pas donné son consentement et Robert Dudley était quand même un ami de très longue date, il a été un favori pendant extrêmement longtemps, Elisabeth l'aimait beaucoup et évidemment elle n'avait pas du tout envie qu'il se remarie avec cette Letty Knollys.
la veuve de Devereux, qui était pourtant une cousine à elle, mais pour autant elle ne voulait pas épouser Robert Dudley ni un autre homme, donc elle aurait bien voulu le garder pour elle, qu'il ne se remarie pas. Et quand elle a appris ce mariage, ça a été une colère absolument effroyable, et elle a banni un temps Robert de la cour. Alors les rumeurs racontent qu'il était probable que Lettice Knollys était enceinte au moment du mariage, mais on n'a absolument aucune preuve que ça. On sait effectivement que en 1581, eh bien, elle donna naissance à un seul enfant qui s'appelait comme son père, Robert Dudley. Et donc c'est vraiment un événement qui a créé une colère effroyable chez la reine Élisabeth. Le 22 septembre 1515, ce fut la naissance d'Anne de Clèves, qui fut la quatrième épouse d'Henri VIII. Donc elle est née à Düsseldorf, dans le duché de Berg, et elle était la fille de Jean III de Clèves, un duc de Clèves, comte de la Marque et de Ravensbourg, et de Marie Juliasberg. Donc son père descendait directement du roi Édouard Ier d'Angleterre. Elle avait également des liens généalogiques avec le roi Louis XII, et le duc de Bourgogne, pardon. Lorsqu'elle avait 12 ans, elle fut fiancée à François de Lorraine, le duc de Bar et de Lorraine, mais cette union entre les Clèves et les Lorraine n'est pas allée plus loin, ils n'ont jamais réussi à la matérialiser, et c'est alors qu'une alliance avec Henri VIII avait été envisagée. Alors à ce moment-là, on avait Hans Holbein le Jeune, le peintre de la cour, qui avait réalisé d'elle un tout petit portrait, qui avait même réalisé un portrait des deux filles du duc de Clèves, qu'il les avait envoyées à Henri VIII, et donc Anne lui avait plu sur ce petit portrait, et le mariage fut arrangé au printemps 1539. Les négociations entre les deux pays ont été réalisées, et tout cela sous le contrôle de Thomas Cromwell, le premier ministre d'Henri VIII. Un contrat de mariage qui fut signé le 4 octobre 1539, et Anne de Clèves quitta son pays et arriva en Angleterre le 27 décembre 1539. Alors quand Henri la rencontra, nous l'avons dit déjà dans d'autres vidéos, il fut très déçu par son apparence physique. En plus à ce moment-là, Anne ne parlait que l'allemand, elle était luthérienne et elle s'est convertie à l'anglicanisme pour satisfaire le roi. Malgré cela, eh bien, Henri VIII souhaitait rompre ses fiançailles, mais cela n'a pas été possible sous peine de compromettre l'alliance diplomatique avec les ducs de Clèves. Donc Henri VIII a bien épousé Anne de Clèves le 6 janvier 1540 au palais de Greenwich, et ce ne fut pas un mariage heureux qui n'a pas été consommé et qui a été rapidement annulé. Anne a accepté cette annulation de mariage, ce divorce, et Henri VIII put alors épouser sa cinquième épouse, Catherine Howard, le 28 juillet 1540. Ensuite, Anne de Clèves revint régulièrement à la cour, où elle s'entendait bien avec Henri VIII et la nouvelle reine, et elle était présente lors de l'entrée de Marie Ière et d'Élisabeth à Londres. Elle s'est convertie au catholicisme sous le règne de Marie Ière, et elle ne s'est jamais remariée, elle n'a jamais souhaité se remarier, elle n'a jamais souhaité non plus repartir dans son pays. Elle est décédée à l'âge de 41 ans le 16 juillet 1557, probablement d'un cancer. Et en fait, elle décéda après les 5 autres épouses d'Henri VIII. Elle fut inhumée à l'abbaye de Westminster. Nous passons maintenant au 23 septembre 1571, je le cite uniquement, je ne développe pas la mort d'un homme important, l'évêque de Salisbury au manoir épiscopal de Monkton Farlight à l'âge de 49 ans. Il s'agissait de John Jewell, un homme qui avait servi donc la reine Marie Ière et puis ensuite Élisabeth Ière, donc un homme qui a vraiment été important à cette époque-là.
Le 24 septembre 1486, ce fut le baptême de notre jeune Arthur, prince de Galles, fils d'Henri VII et d'Élisabeth d'York, à la cathédrale de Winchester, le lieu supposé de l'ancien château de Camelot du roi Arthur. En faisant ce choix de Winchester, Henri VII avait décidé d'ancrer son fils dans la grande lignée des rois d'Angleterre, y compris des rois légendaires. Et ce baptême a été extrêmement important. Arthur était né 4 jours plus tôt, nous l'avons dit, le 20 septembre 1486. Je vous invite à revenir sur cette chronique si vous ne l'avez pas vue. Il a eu des parrains et des marraines vraiment prestigieuses, comme c'était le cas pour les enfants royaux, comme ça l'est toujours d'ailleurs, hein, ça n'a pas tellement changé. Les mariages royaux, les baptêmes royaux se font en fait sur le même principe que cela se passait à l'époque. C'est donc sa grand-mère Margaret Beaufort qui avait organisé cette cérémonie de baptême, Margaret qui était la mère d'Henri VII, et Elizabeth Woodville, la mère d'Elizabeth d'York, qui portait ce petit enfant sur les fonds baptismaux. Donc on sait qu'il y avait 200 flambeaux dans le cortège et que ça a été une procession vraiment très très importante. Le 25 septembre 1586, notre reine des Écossais, Mary Stuart, a été transférée au château de Fotheringhay dans le comté de Northampton. Alors on rappelle un petit peu les faits. Notre Marie Stuart avait dû abdiquer en faveur de son fils en 1568. Elle a été ensuite enfermée au château de Lochleven. Là aussi, je vous invite à retrouver une vidéo du mois de mai. Elle avait été enfermée et c'est lors de son enfermement qu'elle a été obligée d'abdiquer en faveur de son fils. Elle avait épousé en troisième noces Lord Boswell et ça a provoqué la colère des nobles écossais. Elle avait été mariée une première fois avec François II, le dauphin de France, devenu roi de France un temps très court puisque François II était décédé en décembre 1560. Elle avait ensuite épousé Lord Darnley qui était son cousin Henry Stuart mais qui avait été assassiné en 1567. Et ensuite elle avait épousé en troisième noces James Hepburn, donc Lord Boswell, qui était l'assassin présumé de son second mari, Lord Darnley. Donc ça avait vraiment déclenché la colère des nobles écossais qui ne voulaient plus de Marie Stuart à la tête de l'Écosse et qui donc l'avait fait enfermer au château de Lochleven et où elle fut forcée d'abdiquer en faveur de son fils qui n'avait que quelques mois seulement, et c'est son demi-frère, le comte de Moray, qui était son demi-frère en fait, hein, qui était donc un fils de Jacques V, un fils illégitime de Jacques V d'Écosse, qui était devenu le régent du royaume et qui était devenu le protecteur de ce petit Jacques. Donc Marie Stuart a réussi à s'enfuir du château de Lochleven et elle est partie vers l'Angleterre où elle pensait demander de l'aide à sa cousine Élisabeth. Étant donné que Marie Stuart avait déjà comploté pour faire assassiner la reine Élisabeth pour pouvoir monter sur le trône d'Angleterre, eh bien Élisabeth n'a pas pris de risque et son conseil l'exhorta d'ailleurs dans cette voie-là. Marie Stuart fut assignée à résidence, fut enfermée en réalité et resta prisonnière pendant 19 ans en Angleterre, et même prisonnière, elle continuait à comploter contre sa cousine. Alors on rappelle les liens, Élisabeth était donc la fille d'Henri VIII et Marie Stuart était la petite fille de Margaret Tudor, qui était la sœur aînée d'Henri VIII, donc elles étaient cousines. Marie a donc continué à comploter contre sa cousine et finalement, eh bien, Élisabeth s'était laissée convaincre par son conseil qui la harcelait vraiment et qui avait accepté de nommer 36 commissaires pour agir en tant que juge au procès de sa cousine. Marie fut donc jugée et elle a été exécutée pour trahison à 10 h du matin dans ce même château de Fotheringhay où elle a été transférée quelques mois plus tôt, ce 25 septembre 1586.
Le 26 septembre 1580, Francis Drake, dont nous avons déjà parlé, un navigateur, un corsaire anglais très célèbre à son époque, arriva à Plymouth et il avait accompli un tour du monde. Nous avons déjà parlé du tour du monde à la Renaissance par de nombreux navigateurs. Je vous invite là aussi à retrouver les vidéos en question si cela vous intéresse. Ce bateau revint avec 59 marins à bord et les cales remplies d'épices et de trésors espagnols récupérés d'Amérique du Sud. La moitié de cette cargaison revenait à la reine Élisabeth et cela surpassait vraiment tous les revenus de la couronne pour l'année 1580. C'est dire si Francis Drake avait fait une bonne pêche, une bonne prise. C'était extraordinaire pour lui et il fut célébré, cet homme-là, pour être en fait le second à avoir fait le tour du monde après Magellan. Hein, donc dans cette vidéo où je vous parlais des explorateurs de la Renaissance, on apprenait que Magellan n'était pas rentré en Espagne, en Andalousie, comme Jean-Sébastien Elcano et les 18 hommes qui avaient pu revenir sur les 237 qui étaient partis. Et c'était quand même un exploit à cette époque-là parce que les conditions de navigation, nous l'avons dit, étaient vraiment très difficiles. Drake offrit un très beau bijou à la reine Elisabeth qui est toujours visible au Victoria and Albert Museum à Londres. La reine avait offert un petit portrait d'elle à Drake et il existe encore au National Maritime Museum. Ce bijou comportait d'un côté, réalisé par le peintre de la reine Nicolas Sillard, un portrait de la reine, et de l'autre côté, un camée. Donc c'était vraiment un très joli bijou. Nous terminons notre semaine le 27 septembre avec un événement qui concerne notre Catherine d'Aragon bien-aimée. Notre Catherine d'Aragon qui, ce 27 septembre 1501, quitta définitivement son Espagne natale pour embarquer sur un navire pour rejoindre son nouveau pays, l'Angleterre, et pour aller épouser le prince de Galles, Arthur, fils d'Henri VII et d'Élisabeth d'York. Catherine partit cette fois du port de Laredo en Cantabrie. Son premier essai de départ le 17 août depuis la Coronne n'avait pas abouti à cause de très mauvaises conditions météorologiques et d'une tempête. Son bateau avait été poussé vers Bilbao et il repartit de Laredo. Catherine, rappelons-le, avait quitté l'Alhambra et avait traversé toute l'Espagne. Elle avait quitté l'Alhambra le 21 mai, je vous avais fait une petite chronique vidéo à ce moment-là, et elle avait parcouru 800 km à dos de cheval dans des chariots pour pouvoir rejoindre la côte atlantique nord de l'Espagne. Donc ce fut vraiment un voyage périlleux. Elle arriva à Plymouth le 2 octobre 1501. Après une traversée remuante et difficile, elle devait être complètement épuisée. Catherine allait donc épouser Arthur le 14 novembre 1501 à la grande cathédrale Saint-Paul de Londres. Et la suite, on la connaît. Ils ont rejoint le château de Ludlow et malheureusement, ils ont été victimes de la Suède et Arthur est décédé le 2 avril 1502, notre Catherine d'Aragon se trouvait veuve. Donc voici pour notre petite chronique de la semaine. Elle est effectivement plus longue que d'habitude et plus rapide pour les éléments que je vous donne au quotidien. Mais une chronique vidéo par semaine permet quand même de vous donner plein d'éléments. Et tous ces éléments seront détaillés dans l'ouvrage que vous pourrez retrouver en fin d'année ou en début d'année suivante. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.